Bonjour, oui, alors ce titre est un peu réducteur en qualifiant ces personnes que vous avez pu voir d'antisionistes, mais il y a quand même une forme de groupe qui est bien distincte à droite. Vous avez, je dirais, la tendance CNews avec De Villiers et Zemmour, et puis autour de ce groupe-là, vous avez des alliances avec des gens qui se revendiquent comme sionistes, comme Gilles William Godnael, je prononce mal. Et donc du coup, vous avez cette tendance-là, c'est-à-dire la tendance de droite qui veut créer une alliance avec une partie des sionistes et qui estime que sauver la civilisation française et la civilisation chrétienne passe par une alliance avec des sionistes, en tous les cas une partie des sionistes. Parce que là, peut-être que dans les sionistes, il y a aussi des tendances différentes, des points de vue. Et je suis pas, évidemment, je vois ça de l'extérieur, je suis absolument pas un spécialiste. Et je vois ça d'une manière un peu caricaturale, sans connaître les subtilités dans ce qu'on appelle le sionisme. Et dans la droite française, par contre, je m'aperçois qu'il y a des clivages de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont vraiment antisionistes et qui se méfient du gouvernement israélien, notamment qui s'en méfient, mais qui condamnent l'influence d'une diaspora juive également en France, et qui se rangent plutôt du côté d'un point de vue de trouver plus un accord du côté des musulmans, en estimant qu'il y a chez les musulmans plus de proximité qu'avec les juifs, et qui eux-mêmes opèrent, si vous voulez, une influence négative dans le monde. Et il y a cette tendance-là dans une catégorie de droite qui ne se dévoile pas, évidemment, comme telle, d'une manière frontale, mais ce discours sous-jacent, il est là, on ne peut pas non plus faire comme s'il n'existait pas, il est là. Et donc tous les points de vue sont... Moi je m'attache à écouter tous les points de vue, et à un moment donné, de ces différents points de vue, de ces différentes positions, personnellement, je penche peut-être parfois dans un certain sens, plus que dans l'autre, puisque je sais de voir quel est notre intérêt à nous en France. C'est ça que j'essaie de voir. Parce que je m'attache à l'intérêt de la France, je m'intéresse à l'intérêt de notre situation, à nous, Français de souche, à nous, Français issus de la tradition catholique et celtique, et j'essaie de voir jusqu'où on peut, et comment on peut créer des alliances qui nous servent et non pas qui nous desservent. C'est un peu, moi, ma manière d'entendre la question. Et parce que c'est complexe. Et tout ça est une question, effectivement, de stratégie. Dans cette stratégie, il y a la propagande dans tous les sens. Il y a des arguments bons dans tous les sens également. Et je vous propose, avec un regard désintéressé et non partisan, d'écouter
ce que disent les invités qui ont été sur le plateau de Géopolitique Profonde, qui est une chaîne dont j'ai mis le lien. En tous les cas, j'ai mis le lien de cette vidéo où j'ai retiré quelques extraits qui sont eux-mêmes, qui résument pas tout le discours qui a été tenu durant ces interviews, mais je vous propose d'aller voir cette vidéo pour vous faire votre propre opinion, pour participer justement à une réflexion globale sans tomber forcément dans, sans prendre parti, parce que prendre parti dans ces conditions-là, je vous assure, il y a des gens qui prennent parti, tant mieux, c'est leur position, mais à un moment donné, où je vous avais dit, oui, effectivement, il y a des situations, il faut choisir son camp. Et ça veut dire prendre parti. Fatalement, on sera obligé un jour ou l'autre, peut-être en fonction des circonstances dans notre pays, de choisir notre camp. Et c'est à la lumière de tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous essayons de malaxer comme information, comme situation, comme actualité, de se faire nous-mêmes notre propre opinion sur quel camp nous irons rejoindre le jour où la situation sera très dégradée, en tous les cas dans notre pays. Donc on va commencer par écouter le capitaine Plat. Alors attendez, voilà, c'est parti. C'est vrai que l'Iran est une théocratie, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est vrai qu'ils ont très probablement un programme nucléaire, hein, c'est clair. Mais Israël, à sa création, c'était pas une théocratie. Et parce que problème de théocratie, effectivement, c'est ce qu'on nous dit, c'est que on n'a pas forcément le même mode de raisonnement que chez nous en Occident. Bon, nous, on a une mystique de la laïcité, hein, pas une vraie laïcité. La seule vraie laïcité, c'est celle du Christ, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La laïcité française, elle est hémiplégique et elle prive l'homme de sa dimension spirituelle. Ce qui nous conduit d'ailleurs à certains excès. Et donc, nous qui sommes dans cette logique, on va dire, de séparation laïque, on peut s'inquiéter effectivement de voir qu'une théocratie. Mais Israël, je suis désolé, hein, quand M. Netanyahou invoque le livre d'Isaïe, on a justement de bonnes raisons, sur mon avis, de Oui, s'inquiéter. il y a une dimension messianiste totalement assumée. Absolument, Mm. absolument. Sauf qu'ils doivent se tromper de Messie, hein, à mon avis. Oui. Israël, la réponse immédiate d'Israël suite à la riposte de l'Iran, parce qu'on dit attaque de l'Iran, mais je pense qu'on peut se permettre quand même de parler de riposte, eh bien, Mhm. Israël a déjà annoncé que l'Iran allait payer le prix fort. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On est dans l'hubris, hein, on est dans Mm. l'hubris. Mais nos amis musulmans, ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs. On nous entraîne dans un choc de civilisation, là. Alors, je rappelle que pendant 30 ans, entre 1950 et 1980, les années 50, les années 90, projet Koudnov-Kalergi, on nous parlait, c'est le grand remplacement, c'est pas Renaud Camus, hein. C'est une Mm. expression qui était déjà à la tribune des Nations Unies, dans la bouche de Koudnov-Kalergi. Et donc, on nous a dit, on est tous frères, voilà, société multi-confessionnelle, multi-ethnique, multi tout ce que vous voulez, voilà, on s'embrasse sur la bouche. Bon, d'accord, très bien. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était quand même un projet mondialiste qui ne tient pas compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, des peuples différents, ont des modes de pensée différents, des modes de vie différents, d'accord? Mais bon, là, je parle pas d'affrontement. Je dis simplement chacun chez soi. Les vaches seront bien gardées. Donc, en revanche, à partir de 1996, je crois, c'est bonne mémoire, Monsieur Samuel Huntington, qui est un anglo-saxon, nous a sorti le choc de civilisation. Le choc de civilisation, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'avant, on s'entendait bien, puis tout d'un coup, il y a un fossé infranchissable entre alors le nord, le sud, comment les civilisations chrétiennes et, et musulmanes, les pauvres, les riches et les pauvres, les sédentaires et les nomades, etc. Bon, tout d'un coup, ah, non, c'est plus possible. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on a pratiqué la projection de force. Projection de force, on a fait venir sur notre territoire des gens, bon, voilà, qui n'étaient peut-être pas adaptés à notre mode de vie. Puis maintenant, on pousse à l'affrontement. Bien. C'est d'une très bonne stratégie, hein. Enfin, c'est intelligent. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est intelligent, ça marche. Donc là, on est dans une logique de choc de civilisation. Et ben moi, dans cette logique de civilisation, je me sens plus proche d'un musulman que d'un wokiste, hein, pédosataniste. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est vite réglé, hein. C'est
Il n'y a aucun Voilà. problème. Donc, je trouve que c'est le capitaine en question, il développe son point de vue, sa logique, et je crois qu'elle résume bien, si vous voulez, la position de ceux que je détermine comme antisionistes et puis qui sont plutôt proches des musulmans que des juifs dans leur vision d'un équilibre géopolitique mondial, quoi. Et c'est vrai que parfois, j'ai remarqué qu'il y avait des velléités contre le catholicisme du côté des juifs ou de certains influenceurs juifs ou de certains intellectuels juifs, ça on peut pas le dénier, je l'ai déjà pointé ce côté-là. Et puis, vous avez aussi chez certains musulmans des fervents défenseurs de nos valeurs chrétiennes, catholiques, et qui sont plutôt de notre bord concernant justement le constat d'une société décadente et d'un ordre mondial imposé avec cette vision du déracinement et d'une forme de société multiculturelle. Donc sur ces points-là, on peut se retrouver. Mais je pense que prendre, se situer dans ce clivage-là, je pense que c'est une erreur. Je dis bien je pense, et je dis pas que c'est forcément ce que je pense est juste. Je suis celui qui cherche à trouver son positionnement par rapport à ces différents arguments. Et je pense que nous avons intérêt à, bien entendu, à avoir du discernement concernant des stratégies qui sont certainement justes, concernant justement le peuplement musulman en France qui a été organisé et voulu par une partie de l'élite juive, ça on ne peut pas le nier, il y a des tas d'éléments dans ce sens-là, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a eu des conflits entre les catholiques et les musulmans dans le passé. Faut-il rappeler les croisades? Faut-il rappeler les invasions musulmanes au sud de l'Europe? Le Portugal, où ils n'ont pas laissé, franchement, un souvenir forcément radieux tel que certains voudraient le prétendre. Donc vous voyez qu'il y a certainement un conflit historique également entre catholiques et musulmans. Et quant à la religion islamique, quant à la religion musulmane, eh bien, si certains effectivement considèrent qu'il y a des passerelles entre certaines valeurs chrétiennes et certaines valeurs musulmanes, ce qui est juste, il y a aussi des conflits, comment dire, presque des conflits d'ordre pas théologique, plus que théologique, il y a des conflits d'ordre civilisationnel, des conflits assez profonds concernant, par exemple, la position de la France, la position de la femme. La femme, dans l'Église catholique, a toujours eu une position bien plus valorisée et différente, rien à voir avec la position de la femme dans l'islam. La relation homme-femme est complètement différente dans la perspective catholique que la perspective musulmane. Et on pourrait relever comme ça différents éléments qui sont antagonistes entre l'Église catholique, ses valeurs, sa civilisation, et la civilisation islamique et musulmane. Bon, après, ça n'empêche qu'il peut y avoir des relations amicales entre les deux représentants de ces différentes religions. Parce que chacun vit chez soi, dans la mesure où chacun vit chez soi, évidemment, il y a moins de conflits, sauf que quand ces fameux chez soi deviennent des conflits, là aussi, liés à d'autres intérêts, à des intérêts économiques ou de ressources naturelles, mais ça c'est un autre sujet. Et là, on va écouter, là aussi, dans la suite, dans cette émission, vous écouterez, c'est un extrait, donc le lien est dans la description si ça vous intéresse, les propos donc du général de Lavarde, qui lui également est sur ce positionnement-là. On va l'écouter. On a affaire dans ce conflit à une petite équipe d'hommes, en fait, qui est au pouvoir en Israël et qui est manifestement extrémiste, sioniste extrémiste, et qui a décidé donc d'accomplir son plan, de réaliser son plan, et donc dans son plan, bien sûr,
il a des empêcheurs de réussir en rond, hein, comme l'Iran, et il s'agit donc de l'adversaire ultime, c'est l'Iran. Hein, et pour ça, bon, il faut qu'il y ait tout un enchaînement et tout ça est très bien planifié. Hein. Pour planifier les choses, ils savent le faire. Ils ont également des appuis sur lesquels ils peuvent compter, hein, des appuis qui se sont pas démentis depuis on va dire depuis un demi-siècle, hein, avec depuis 1963. Et donc quand on a les États-Unis derrière soi et qu'on s'appelle Benjamin Netanyahou, qu'on est au pouvoir depuis là aussi très très longtemps, hein, ça fait plus de 20 ans que Netanyahou fréquente les plus hauts postes du pouvoir en Israël, hein, eh bien les choses tournent à la manière dont Netanyahou et son équipe d'aujourd'hui souhaitent qu'elles tournent. Et donc la guerre, il faut bien le dire, hein, ça n'est pas la résultante d'événements qui se sont produits. Non, la guerre, c'est la résultante de la volonté de Netanyahou et de son équipe de fous furieux, hein, qu'on peut citer. Hein, vous avez Yoav Gallant, vous avez Smotrich, vous avez Ben Gvir, hein, qui sont des fous furieux. Hein. Et ces gens-là, à eux seuls, réussissent, hein, à manipuler un peu tout le monde, à manipuler leur opinion publique, bien sûr, à la chauffer à blanc avec les médias, mais également de chauffer à blanc l'Amérique, et puis, bien sûr, de chauffer à blanc les vassaux de l'Amérique, dont la France, hein, dont la France est... Voilà. Donc, évidemment, tous ces éléments-là, je les mets pour non pas créer la polémique, mais pour susciter une réflexion, des recherches personnelles et une forme de débat pacifique, un débat intelligent, de débat d'idées. Moi, j'aimerais bien qu'un Zemmour réponde à ces arguments, intervienne et se positionne lui-même par rapport à Israël, au gouvernement israélien, la politique d'Israël et les influences d'Israël aux États-Unis, avec les connivences entre des influenceurs israéliens avec l'État profond américain. Les lobbies juifs, les lobbies israéliens aux États-Unis, les intérêts qu'il y a entre les deux pays, l'ordre mondial qui est prôné par le nouvel ordre mondial qui est prôné par Attali, qui lui-même est juif, qui lui-même est certainement sioniste également, mais pas sioniste tel que Benjamin Netanyahou lui le conçoit, parce qu'il y a des différences. On voit bien que Attali avait pris justement une position contre la politique d'Israël. Donc vous voyez que c'est vachement complexe de s'y retrouver dans tout ça. Et j'en suis personnellement incapable. C'est pour ça que moi je me retire toujours en me disant quel est notre avantage nous en France. Là, avec des notions historiques, avec aussi un regard sur l'actualité, mais pas seulement, sur l'histoire, sur les influenceurs de ces dernières années qui ont justement provoqué cette dégradation de notre pays tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc tout ça fait partie d'un ensemble, parfois un peu complexe à décrypter, et c'est vrai que des fois, par facilité, on aimerait classer les bons d'un côté, les mauvais, et choisir son camp, ça ne veut pas dire choisir le camp du bon ou du mauvais en soi, ça veut dire choisir le camp de notre intérêt, ce qui est différent. Donc parfois, les alliances sont parfois contre nature, mais elles obéissent à des objectifs qui sont de sauver peut-être des vies, sauver notre civilisation, sauver notre pays. C'est ça aussi la subtilité justement de la réelle politique, c'est-à-dire d'être capable de discerner notre intérêt, ce qui n'est pas forcément le camp du bien ou le camp du mal, c'est des notions différentes. Et j'espère que je pourrai m'exprimer d'une manière plus claire sur ces sujets-là, parce que je vois que des fois, il y a des réactions dans les commentaires épidermiques par rapport à ce que je peux dire. Les gens pensent que parfois, je prends une position et tout de suite, je me désabonne et tout ça. Non, c'est que je cherche moi-même un équilibre et à comprendre la complexité
de ces différents positionnements que je vois, mais auxquels je n'adhère pas systématiquement. En tous les cas, je prends des choses, je dis oui, là il a raison, là il a tort, dans tous les camps. Et je me mets à la place, j'essaye de me mettre à la place d'un juif, d'un musulman, d'un israélien, peut-être également d'un musulman qui est né en France, ou d'un musulman qui est marocain, ou tunisien, ou algérien, avec différents points de vue aussi de leur côté. Un Iranien n'est pas un Arabe, les Iraniens sont différents. Moi, j'ai eu affaire à des Iraniens très intelligents, qui n'étaient pas forcément musulmans, mais qui étaient expatriés de l'Iran compte tenu de la nature du régime, mais avec lesquels j'ai eu des discussions d'une profondeur et d'une qualité très très grande. Donc, parce que à travers mes expériences professionnelles, j'ai rencontré des personnes de toute obédience. Et j'ai rencontré des juifs avec qui j'ai bien discuté, avec qui on a échangé. C'est toujours pareil, dans un échange particulier, on peut se dire beaucoup de choses, on peut évoquer ces questions sans tabou, et quand on est ouvert et quand on cherche à comprendre. Et c'est vrai que là, parfois, quand on s'envoie des arguments les uns les autres, c'est pas dans un esprit de faire mal, de blesser, mais c'est dans un esprit de savoir d'où vient en fait le mal réel, parce que peut-être qu'il y a une origine du mal quelque part et qu'elle infuse tous les niveaux. Elle nous peut-être nous-mêmes sommes-nous pénétrés parfois des influences qui sont mauvaises et on se fait peut-être avoir, on se fait peut-être prendre dans certains pièges qui nous sont tendus. C'est toute la réserve qu'on est susceptible parfois d'avoir quand justement on entend des gens qui prennent des partis très clivants. Je dis, dans la situation actuelle, c'est vrai qu'on doit être mesuré dans notre analyse et on doit essayer de rassembler les différents points de vue. Ensuite, c'est à la lumière de ça que dans une situation très dégradée, je dis bien très dégradée, comme ça devient le cas en France, c'est là que on finit par, des fois, effectivement, se positionner dans un camp en disant j'ai choisi ce camp-là, en sachant que c'est pas le camp forcément du bien ou du tout mal, mais c'est un camp mélangé, où il y a du bien et du mal également. C'est ça la vie également. Vous savez, ça n'existe pas vous ne pouvez pas adhérer à une théorie pure, sans tâche. Il y a toujours des éléments pour et des éléments contre. Il y a des éléments favorables, des éléments négatifs, et il y a toujours des gens qui sont bien, des gens qui sont pervers, des gens qui sont manipulateurs dans tous les camps. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on rentre dans un camp, après, on se trouve obligé de défendre ce camp, et quand on veut le défendre, parfois on est animé d'une mauvaise foi parce qu'on perd notre objectivité sur le camp dans lequel on est. Voilà un peu, je dirais, la nature, à la lumière de ce que vous venez de voir, la nature, moi, de mon raisonnement. Et c'est donc là que je vous invite à commenter avec modération, parce qu'il faut faire attention dans les commentaires, à ne pas blesser, à ne pas être, trop clivant non plus, mais simplement à alimenter, à la lumière également de vos expériences, à la lumière de votre science, de votre capital culturel, de votre capital intellectuel, à la lumière même de vos lectures et de votre connaissance de l'histoire, eh bien, il est important de commenter et d'éclaircir un peu notre quête de la vérité, s'il y a une vérité, pour justement nous conduire parfois à comprendre des aspects que nous n'avons pas forcément entendus ou compris. C'est toute la complexité ou la subtilité des événements auxquels nous devons faire face à travers les médias, à travers même Internet, où il y a une multitude de points de vue, d'informations, des fausses informations, des informations vérifiées, etc. Il y a une multitude de conflits, et c'est vrai que le prisme parfois de certains peuvent nous égarer également. C'est pour ça qu'il y a la prudence à avoir avant de s'engager sur soi-même, sur une théorie, ou sans s'engager, je dirais, sur un principe. Prudence en tous les cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.